Durant les 5 dernières années, le public s'est de plus en plus sensibilisé envers tout ce qui touche l'environnement. Les CFC et le trou dans la couche d'ozone font régulièrement la une des journaux. Rover améliore constamment les performances de ses activités et de ses produits en matière d'environnement. En 1987, la Rover 800 fut la première voiture britannique à être proposée au Royaume-Uni avec un catalyseur. Par la suite, en 1991, Rover reçut un prix décerné par l'industrie pour être parvenu à réduire l'utilisation des CFC non seulement dans ses produits, mais également dans ses activités quotidiennes. La dernière nouveauté en matière de protection de l'environnement est l'introduction d'un nouveau système de climatisation sans CFC. Non seulement meilleur du point de vue de l'environnement, le réfrigérant R134A, associé à la nouvelle génération d'équipements de chargement, peut être recyclé et réutilisé à l'infini. À compter d'août 1992, tous les climatiseurs montés sur les Rover série 200 et 400 et sur la Rover 800 utilisent ce nouveau réfrigérant sans CFC. L'ancien système à fréon R12 ne sera bientôt plus qu'un souvenir puisqu'il ne sera plus utilisé à partir de 1995. La demi-heure de cette vidéo va nous permettre de détailler les modifications que le R134A a rendues nécessaires. Nous ferons ensuite une démonstration des nouveaux équipements que vous utiliserez pour travailler sur les nouveaux climatiseurs. Et pour finir, nous résumerons tout cela en abordant rapidement le diagnostic des pannes. Pour l'heure, commençons par étudier le fonctionnement d'un climatiseur. Les principaux organes en sont le compresseur, le condenseur, le déshumidificateur, la soupape d'expansion et l'évaporateur. Commençons par le compresseur. Le compresseur assure deux fonctions importantes. Premièrement, et comme son nom l'indique, il met le réfrigérant sous pression et donc en augmente la température. Il fait également office de pompe en faisant circuler le réfrigérant dans le circuit. Ce qu'il faut retenir du compresseur est que celui-ci ne doit recevoir que du réfrigérant gazeux. L'entrée de réfrigérant liquide peut l'endommager gravement. Le réfrigérant gazeux surchauffé et sous haute pression sort du compresseur et pénètre dans le condenseur qui est monté à l'avant du radiateur. Le réfrigérant arrive par le sommet du condenseur. À mesure de sa circulation dans les serpentins, il est refroidi par l'air dynamique et se liquéfie progressivement. À ce stade, il est sous très haute pression. Il quitte ensuite le condenseur pour traverser le déshumidificateur. Cet organe ne réalise pas moins de 5 tâches différentes. C'est tout d'abord un réservoir qui garde en réserve une petite quantité de réfrigérant en cas de besoin. Il assure la liquéfaction de la partie résiduelle de réfrigérant qui ne s'est pas liquéfiée. C'est aussi un filtre qui retient toutes les impuretés présentes dans le circuit. Il élimine toute l'humidité que contient le réfrigérant liquide. Enfin, il comporte une vitre d'inspection qui aide au diagnostic des pannes. Le réfrigérant quitte le déshumidificateur et ce qu'on appelle la ligne liquide pour arriver à la soupape d'expansion. La soupape d'expansion réalise deux fonctions importantes. Premièrement, elle abaisse la température du réfrigérant en faisant chuter brutalement sa pression. Pour ce faire, elle fait passer le réfrigérant d'un tube de diamètre réduit à un second tube de plus grand diamètre. Deuxièmement, elle assure la régulation du volume de réfrigérant qu'elle laisse circuler en mesurant la température à la sortie de l'évaporateur et en ouvrant ou fermant sa soupape à pointeau en fonction de cette température. Une température élevée produit une grande ouverture et une température réduite une petite ouverture. Le réfrigérant arrive maintenant dans l'évaporateur. Pendant que le réfrigérant circule dans l'évaporateur, l'air extérieur est aspiré et traverse les ailettes de l'évaporateur. On sait que la chaleur passe toujours d'un objet chaud à un objet froid. Ainsi, la chaleur est transférée de l'air chaud au réfrigérant qui retourne à l'état gazeux. L'air froid est alors admis dans l'habitacle. Le réfrigérant gazeux quitte l'évaporateur par une canalisation basse pression qui d'ailleurs est encore très froide au toucher. Le réfrigérant retourne au compresseur et un nouveau cycle commence. Poursuivons et attachons-nous sur les changements que vous trouverez sur le système R134A monté sur la Rover 800.
Pour savoir rapidement si le climatiseur monté est un système R134A, recherchez cette étiquette jaune sur le support de verrouillage du capot. Le compresseur et la soupape d'expansion comportent également des étiquettes d'avertissement et des encoches sur les raccords. Du point de vue de l'entretien, la plus grande différence est que les orifices de chargement sont désormais munis de raccords rapides, avec pour conséquence que vous ne pourrez pas brancher votre poste de chargement R12 sur ce climatiseur et vice-versa. Un nouveau type d'huile de réfrigérant a également été introduit, l'huile ND-Oil 8. Les huiles minérales utilisées avec les climatiseurs à fréon R12 ne sont pas solubles dans le R134A. Si vous utilisez l'ancienne huile dans le nouveau modèle, le compresseur sera gravement endommagé. Faites bien attention pendant la manipulation de ces nouvelles huiles car elles attaquent les peintures. De nouveaux joints toriques sont également nécessaires en raison du fait que la nouvelle huile attaque les anciens joints et provoque leur rupture. Pour surmonter le problème, les joints sont composés d'un nouveau matériau. Rien ne ressemble plus à un joint torique qu'un autre joint torique, donc veillez bien à ne pas les mélanger. Les canalisations haute et basse pression sont également composées d'un nouveau matériau pour les mêmes raisons. L'huile ND-Oil 8 est en outre extrêmement hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'humidité très facilement. On a dû modifier le déshumidificateur à cause de cette propriété. La petite poche de cicatif contient désormais du zéolite, plus absorbant que le silicagel des systèmes à fréon R12. Autre modification sur le déshumidificateur, la suppression du bouchon fusible. Il a été remplacé par une soupape de sécurité montée sur le compresseur. En cas d'anomalie du système, la soupape limite le volume de réfrigérant déchargé. Le déshumidificateur doit être remplacé à chaque ouverture du système de conditionnement d'air. Le passage du fréon R12 au R134A a nécessité une augmentation des pressions nominales. Cela est dû au fait que les deux fluides changent d'état à des températures différentes. Cette augmentation de pression a par elle-même et par nécessité amené des modifications. Tout d'abord, le mano contact se déclenche désormais à 31 bar 4. Une augmentation de pression amenant une augmentation de température, le rendement du condenseur a dû être amélioré. Enfin, les caractéristiques d'ouverture de la soupape d'expansion ont été revues. Jetons maintenant un coup d'œil aux climatiseurs montés sur les rovers 200 et 400. Là encore, l'étiquette jaune est présente sur le support de verrouillage du capot. Sur les modèles 1,4 litre et 2 litres, vous trouverez aussi des étiquettes vertes sur les canalisations. Le compresseur est ici à l'avant. À la différence d'avec la Rover 800, les séries 200 et 400 sont équipées d'un compresseur Sanden. L'huile à utiliser dans ce cas est la SP10. Là encore, faites attention à ne pas en renverser sur la peinture. Comme le modèle Nippon Denso, le compresseur Sanden est équipé d'une soupape de sécurité. Elle aussi remplace le bouchon fusible du déshumidificateur. Sur les modèles des séries 200 et 400, les systèmes R12 et R134A ont les mêmes raccords sans encoche d'identification, donc prudence. Vérifiez bien que vous ne montez pas des pièces pour climatiseur R12 sur un système R134A et vice-versa. Comme sur la Rover 800, les orifices de chargement sont munis de raccords rapides. Mis à part l'augmentation de la pression nominale, le système reste à peu près identique à l'ancien. Examinons maintenant quelques équipements dont vous aurez besoin. Les consignes de sécurité habituelles s'appliquent aux opérations menées sur les nouveaux climatiseurs. Commençons par le détecteur de fuite. Les détecteurs que vous avez pu utiliser jusqu'à présent ne sont pas assez sensibles pour détecter les fuites de R134A. De ce fait, un nouveau modèle a été introduit. Il peut être utilisé pour détecter les fuites de R134A et de R12. La sélection se fait par cet interrupteur. Si vous suspectez une fuite dans le circuit, souvenez-vous que le réfrigérant est plus lourd que l'air, donc contrôlez toujours en dessous du raccord ou de l'organe que vous suspectez. Comme vous pouvez le constater, le poste de charge a lui aussi été modifié. Au premier coup d'œil, il semble complètement différent d'un poste pour R12, mais le principe reste le même. Nous allons détailler 3 opérations nous servant de ce poste de marque Baer. Nous allons commencer par l'opération de récupération qui consiste à vidanger le réfrigérant du circuit.
Ensuite, nous procéderons à l'évacuation, c'est-à-dire l'élimination par mise sous vide de toute l'humidité présente dans le circuit. Pour finir, nous effectuerons la séquence de recharge en chargeant le volume exact de réfrigérant dans le circuit. Si votre équipement provient de l'un des autres fabricants préconisés, Sun Electric, CQ ou Salmon Diavia, il est possible que les procédures que nous allons décrire soient légèrement différentes, mais les principes restent les mêmes. Consultez toujours le manuel et familiarisez-vous avec ces équipements très perfectionnés avant de les utiliser. La première chose à faire est de brancher les canalisations aux orifices de chargement et d'ouvrir les robinets. Attention, bleu du côté basse pression et rouge du côté haute pression. Comme vous pouvez le constater, les raccords rapides simplifient et accélèrent considérablement la tâche. Nous pouvons maintenant ouvrir les robinets haute et basse pression du tableau de commande. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton marqué Recover. L'affichage indique alors le volume de réfrigérant vidangé du système. La Rover 820 en contient 650 grammes. Une fois terminé, l'écran affiche le message CPL, c'est-à-dire terminé. Pendant l'opération de récupération, le poste de chargement vidange également l'huile. Le volume d'huile doit être mesuré et remplacé par de l'huile neuve. On doit également monter des joints toriques neufs et jeter les joints déposés. Si l'on ne refait pas le plein d'huile avec le volume exact, le système risque d'être gravement endommagé. Pour de plus amples renseignements, consultez le livret qui accompagne la vidéo. Veillez à obturer temporairement les canalisations débranchées pendant les opérations de réparation ou d'échange de pièces afin d'éviter la pénétration de saleté ou d'humidité dans le système. Nous pouvons maintenant procéder à l'évacuation. Pour ce faire, appuyez sur le bouton marqué Vacuum. L'écran d'affichage attend la saisie d'une durée. Cette durée dépend de l'état du climatiseur. Contrôlez donc les durées recommandées dans le manuel de réparation. Appuyez ensuite sur Enter, puis une nouvelle fois sur Vacuum. L'affichage se met alors à compter à rebours jusqu'à 0. Cette fois encore, une fois terminé, le message CPL s'affiche. Avant de recharger, contrôlez que le réfrigérant est exempt d'humidité en vérifiant à l'indicateur d'humidité. Celui-ci doit être vert. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer que le filtre déshumidificateur du chariot doit être changé. Consultez le manuel d'utilisation. Nous pouvons désormais recharger le système. La première chose à faire est de fermer les robinets basse pression. Appuyez ensuite sur le bouton marqué CHG. Nous avons dit tout à l'heure que la Rover 800 a besoin de 650 grammes. La graduation se fait ici en kilogrammes. Nous tapons donc 0,65. Appuyez sur Inter, puis à nouveau sur le bouton de chargement. L'affichage se met à compter à rebours jusqu'à 0, puis il affiche le message CPL. Pour contrôler que le chargement est complet, faites tourner le système et contrôlez au manomètre haute et basse pression le compresseur en marge. Comme vous le voyez, les procédures de récupération, d'évacuation et de chargement sont très simples. Mais en cas de doute, un mémo-guide est apposé sur l'appareil. Poursuivons en examinant les problèmes d'entretien auxquels vous pouvez être confrontés. Le client se plaint que l'air débité par le climatiseur n'est pas aussi frais qu'il devrait l'être. Poste de chargement branché, comme tout à l'heure, laissez tourner le moteur au ralenti. Mettez la commande de température sur froid maximum et observez la vitre d'inspection. On peut voir de nombreuses bulles. Cela peut indiquer un manque de réfrigérant dans le circuit. Pour confirmer que c'est bien la cause du problème, consultons les manomètres du poste de chargement. Les indications des deux manomètres sont largement insuffisantes. Le manomètre haute pression indique 8 kg par cm² et le manomètre basse pression seulement 0,5 kg par cm². Cela confirme un manque de réfrigérant.
La cause la plus probable d'un tel manque est une fuite quelque part dans le circuit. Localisez-la avec le détecteur de fuite. Une fois trouvée la source de la fuite, commencez par évacuer, puis recharger le circuit. Étudions un autre exemple. Cette fois encore, le client se plaint que l'air débité par le climatiseur n'est pas aussi frais qu'il devrait l'être. L'examen de la vitre d'inspection ne révèle rien d'anormal. Cela peut indiquer plusieurs choses. Tout d'abord, il est possible que le condenseur ne refroidisse pas suffisamment le réfrigérant. Contrôlez qu'il n'est pas obstrué par des dépôts ou des feuilles d'arbre. La cause peut être aussi un volume excessif de réfrigérant dans le circuit, ou pas de réfrigérant du tout. Si le circuit est vidé de son réfrigérant, le compresseur ne peut pas fonctionner et les manomètres indiquent la pression atmosphérique, c'est-à-dire 1 kg par cm². La cause la plus probable en est une fuite quelque part dans le circuit. Si au contraire il y a trop de réfrigérant dans le circuit, les manomètres indiquent des pressions excessives. Le manomètre haute pression indique 20 kg par cm² et le manomètre basse pression 4 kg par cm². Cela confirme l'hypothèse du volume excessif de réfrigérant. Comme nous ignorons le volume exact de réfrigérant, il va falloir le vidanger en totalité avant de recharger le volume correct. En entretien, vous êtes susceptible de rencontrer les deux conditions que nous venons de décrire. Des indications plus détaillées du diagnostic des pannes sont fournies dans le livret d'accompagnement de la vidéo. Avant d'en terminer, résumons les principaux points de cette vidéo. Respectez toujours les consignes de sécurité lorsque vous travaillez sur des climatiseurs. Toutes les voitures équipées d'un climatiseur R134A portent une étiquette sur le support de verrouillage du capot. N'utilisez en aucun cas les pièces et l'huile pour système R12 sur les systèmes R134A et vice-versa. Le climatiseur R134A de la Rover 800 est muni de raccords différents des climatiseurs R12, comportant des encoches qui facilitent l'identification. Les Rover 200 et 400 à climatiseur R134A ont les mêmes raccords que les systèmes R12 et pas d'encoche. Soyez donc très attentifs. Les nouveaux postes de chargement permettent le retraitement du R134A. Ne chargez jamais un climatiseur R134A avec du fréon R12 et vice-versa. Utilisez toujours un détecteur de fuite pour R134A pour localiser une fuite sur un système à réfrigérant sans CFC. Les raccords haute et basse pression sont de nouveaux types à démontage rapide. Enfin, à compter du 1er avril 1992, il est illégal de décharger des CFC ou des HCFC dans l'atmosphère. Les nouveaux climatiseurs à réfrigérant R134A, un système de climatisation qui offre des performances et un confort maximum tout en préservant notre planète.